Il est vraiment magnifique ton gazon, tu trouves? Margie et Jonathan traversaient le jardin de la propriété, descendant lentement vers l'océan. L'air était encore doux, bien que le soleil se soit déjà hissé assez haut dans le ciel. Ça sentait bon le chèvrefeuille et l'herbe fraîchement coupée. Le mien est envahi par les trèfles. J'ai tout essayé, rien ne marche. Alors je l'arrache à la main et malgré tout, ça revient. T'as pas un truc à me conseiller? Margie se mit à rire. Tu m'amuses. Jonathan s'arrêta. Je ne vais quand même pas laisser le laisser se répandre sans rien faire. Margie continua de marcher en souriant. Pourquoi? Jonathan la rattrapa. Pourquoi? Mais c'est évident, non? Non. Margie prenait tellement de plaisir à jouer avec les préjugés qu'elle était prête à faire l'idiote rien que pour s'amuser à vous voir remettre en question vos idées. C'est pas beau, c'est pas esthétique, c'est dans une pelouse, tout le monde sait ça. Tout le monde. Mais toi, comment le sais-tu? Je le sais? Comment je le sais? C'est pas beau, mais je le sais, c'est tout. Ça se discute pas, c'est mon goût. Margie prit un sourire malicieux. En es-tu sûr? Jonathan en resta quoi? Que répondre à ça? Margie marchait, sans se départir de son sourire, laissant son regard se promener sur son magnifique jardin. Ça me rappelle une histoire, dit-elle. Une histoire vraie que racontait Robert, un de mes amis de Santa Cruz. Un jour, il se demanda pourquoi sa femme coupait toujours l'extrémité de la dinde de Thanksgiving avant de la mettre au four. Elle lui tranchait le bout de l'arrière-train et il trouvait ça étrange. C'est comme ça que ça se prépare, lui répondait-elle. D'accord, mais pourquoi? Il était intrigué. Il voulait en savoir plus. C'est comme ça qu'on fait. D'ailleurs, j'ai toujours vu ma mère préparer la dinde comme ça. Son mari insista jusqu'à ce qu'elle appelle sa mère. Elle décrocha son téléphone. Maman, tu sais, la dinde de Thanksgiving, pourquoi tu lui coupes le cul? La mère lui répondit sans hésiter. C'est la recette. La fille insista à son tour, mais n'obtint pas de réponse satisfaisante. Sa mère se défendait. C'est la façon de faire, ma propre mère me l'a toujours appris comme ça. Alors la fille décida d'appeler sa grand-mère et lui posa à son tour la même question. Pourquoi fallait-il couper l'arrière-train de cette fichue dinde avant de la cuire? C'est comme ça que j'ai toujours fait, répondit la grand-mère. Et pourquoi? Parbleu, mon four était trop petit pour mettre la dinde en entier. Jonathan éclata de rire. Autrefois, dit Margie, le trèfle faisait toujours partie des plus belles pelouses. C'était vrai dans le monde entier, tu sais. D'ailleurs, quand on achetait un sac de gazon à semer, il contenait toujours des graines de trèfle. On n'aurait pas imaginé une pelouse sans trèfle. C'est grâce à lui que le gazon restait bien vert par temps sec. Et comme le trèfle absorbe l'azote de l'air, il fournit au sol et il lui apporte de l'engrais qu'il fournit au sol, il apporte de l'engrais naturellement aux pelouses. Que demander de plus? Puis, dans les années 50, les multinationales de la chimie ont développé des désherbants pour supprimer les mauvaises plantes qui poussaient au milieu du gazon. Le problème, c'est que leurs désherbants supprimaient aussi le trèfle que tout le monde aimait. Du coup, leur cochonnerie était impossible à vendre. Alors, ils ont pris le taureau par les cornes, ont investi des millions de dollars en opérations de communication pour répandre l'idée que le trèfle était une mauvaise herbe. Tu blagues? À force de publicité, le message a fini par passer. Les gens se sont mis à voir le trèfle d'un autre œil, puis à vouloir s'en débarrasser. Alors, les multinationales ont fait coup double. Elles ont pu vendre leur cochonnerie de désherbant, puis ensuite, les gens ont dû aussi leur acheter de l'engrais, comme leur pelouse se mettait à manquer d'azote. Jonathan secoua la tête dépité. Margie sourit, les yeux pleins de malice. C'est joli le trèfle, dit-elle. Au printemps, ça donne même des petites fleurs blanches. Elle baissa la voix pour adopter le ton de la confidence. La vie est ainsi. On est loin de se douter de ce que l'on voit comme un problème est en fait parfois la solution. Ils continuèrent de descendre lentement le long des massifs de roses et des haies de clématites merveilleusement parfumées. En contrebas, les troncs tordus de pins centenaires se détachaient sur le bleu lumineux de l'océan. Il n'y avait pas le moindre souffle, et l'on avait l'impression que les plantes en profitaient pour libérer leur senteur, comme si elles savaient qu'elles ne seraient pas confisquées par le vent.
Et comme on le disait hier, ajouta Margie, la lutte est vaine. On est tous reliés. Si je puis me permettre, on parlait d'êtres humains, pas de plantes. Les plantes sont des êtres vivants. Oui, mais bon, il y a des limites quand même. Tu ne vas pas me faire croire que je suis relié au trèfle de ma pelouse. Margie sourit tranquillement. Va savoir, tu as déjà entendu parler de ce qui est arrivé aux antilopes koudou à la fin des années 80, en Afrique du Sud? Euh, franchement, non, dit Jonathan en riant. Ça s'est passé dans la savane de Transvaal. J'y étais il y a presque 30 ans. Margie marqua une pause, avant de reprendre une voix traînante, comme si les mots lui venaient au fur et à mesure que sa mémoire lui rapportait ses souvenirs. Je me souviens encore du soleil rouge, de l'aube dans les vastes plaines, et du souffle chaud du vent portant l'odeur des fauves. Ces plaines abritaient de nombreuses réserves où vivaient des koudous, ces grands antilopes à longues cornes torsadées. Elles avaient l'habitude de manger les feuilles des acacias, et ces arbres se laissaient faire. Jonathan se mit à rire. Il n'avait pas trop le choix. Margie lui adressa un sourire mystérieux. Un jour, les antilopes se sont mis à mourir les unes après les autres dans les réserves, sans que l'on sache pourquoi. Pas d'attaque de fauves, pas de traces de blessures. Il a fallu 2 ans à notre équipe de biologistes pour en trouver la cause. Ce que l'on a fini par découvrir a changé bien des choses dans ma vision du monde. Jonathan fronça les sourcils. Jusque-là, les acacias se laissaient faire car ils savaient que les antilopes mangent quelques feuilles, puis s'en vont. Mais cet été-là, les antilopes se sont multipliées dans les réserves et elles ont commencé à manger beaucoup plus de feuilles que d'habitude. Les arbres ont alors réagi en accroissant la teneur en tanin de leurs feuilles pour les rendre plus amères et repousser les antilopes. Jonathan les regarda d'un air dubitatif. Margie continua sans réagir. Mais les antilopes, affamées, ont continué de manger les feuilles, au point que les arbres étaient menacés. Elle marqua un silence, puis reprit. Alors, ils se sont mis à diffuser, dans leur sève, un poison. Leurs feuilles, habituellement comestibles, sont devenues mortelles. Jonathan regarda sa tante, blême. Et le plus extraordinaire n'est pas là, dit Margie. Les acacias se sont passés le mot d'arbre en arbre. Ils ont prévenu leurs congénères du danger qui les menaçait s'ils se laissaient manger les feuilles comme d'habitude. Oui, tu m'as bien entendu. Les arbres ont communiqué les uns avec les autres, de sorte que chacun s'est mis à produire ce poison. Jonathan resta silencieux quelques instants avant de répondre. Qu'est-ce qui le prouve? C'est peut-être juste que chaque acacia réagit individuellement de la même manière en étant confronté au même problème. Margie secoua lentement la tête en plissant les yeux. Tous les acacias du coin se sont mis à rendre leurs feuilles toxiques, y compris ceux qui se trouvaient en dehors des réserves, donc sans contact avec les antilopes. Et ils n'avaient aucune raison de réagir ainsi, sauf s'ils avaient reçu l'information. Jonathan a ressenti un frisson dans le dos. L'idée que des arbres puissent se parler relevait de la science-fiction. Qu'il puisse y avoir une réalité là-dessous était dérangeant. On sait comment ils font? On a quelques pistes, mais rien de définitif encore. On sait qu'ils échangent des informations chimiques par leurs racines via la Terre, mais on a prouvé que ça ne s'arrête pas là. Raconte. Une plante sait reconnaître ses voisines qui vivent dans la terre autour d'elle. Quand il s'agit de plantes de la même famille, elle leur laisse de l'espace pour se développer en ralentissant le développement de ses propres racines. A l'inverse, quand sa voisine est étrangère, elle les développe à toute allure pour occuper le terrain. Alors, on a fait l'expérience suivante. On a posé une boîte vide, opaque et hermétique, sur la terre où étaient semées des graines de piment, et on a mesuré le développement des racines. Ensuite, on a renouvelé l'expérience, mais cette fois, on a enfermé dans la boîte un plant de fenouil. Il faut savoir que le fenouil est connu pour être un ennemi des piments. Il diffuse dans la terre et dans l'air des signaux chimiques qui gênent leur développement. On a donc mis le fenouil dans la boîte opaque et totalement hermétique qu'on a disposée sur la terre. Aucun moyen pour ces plantes de communiquer par des échanges chimiques. Et pourtant, on a observé que les piments se mettaient à développer leurs racines en accéléré, comportement typique d'une plante qui a repéré une étrangère sur son territoire. Le piment a donc réussi à savoir que le fenouil était là, mais comment? Mystère. C'est dingue.
Jonathan laissa son regard se promener dans les chèvrefeuilles parfumées, les rosiers, les clématites, les arbustes, les grands pins immobiles et majestueux. Il ne les verrait plus de la même manière désormais. Tu trouves ça dingue parce que tu n'avais jamais entendu parler de ces événements, mais personne ne s'étonne de choses qui arrivent pourtant tous les jours autour de nous. Jonathan fronça les sourcils. À quoi tu penses? Tu t'es déjà demandé par exemple comment font les oiseaux pour voler en formation? Qu'est-ce que ça a d'étonnant? Sais-tu qu'ils sont capables de changer brusquement de direction tous ensemble sans jamais se toucher, alors qu'ils sont très rapprochés, tu sais? J'imagine qu'ils se calent sur celui qui se trouve en tête de formation, ils doivent se suivre de près, en étant extrêmement vigilants, concentrés, réactifs. Margie secoua la tête en souriant. Ça n'explique pas le phénomène. Des scientifiques ont mesuré le temps que mettent les oiseaux à changer de direction après que l'oiseau de tête ait changé de cap. C'est moins de temps qu'il n'en faut à l'influx nerveux pour aller de l'œil au cerveau, puis du cerveau aux ailes. Jonathan la regarda en silence interpellé. C'est le même mystère pour les poissons qui nagent en banc, ajouta Margie. Les recherches ont mis en évidence des choses troublantes. Quand on recouvre leurs yeux d'un verre dépoli pour les rendre aveugles le temps de l'expérience, les poissons conservent leur place au sein du banc et continuent de se mouvoir de façon parfaitement coordonnée. Leur déplacement doit créer des ondes dans l'eau, des courants que tous doivent sentir. C'est ce qu'on a cru. Alors les chercheurs ont sectionné au niveau des ouïes les nerfs de la ligne latérale des poissons étudiés. Et leur nage est resté parfaitement synchronisé avec celle des autres. C'est vrai que c'est troublant. On ne sait pas plus expliquer comment font les pigeons voyageurs pour retrouver leur bercail quand on les lâche à des centaines de kilomètres dans un lieu totalement inconnu, les amenant à entreprendre un parcours qu'ils n'ont jamais suivi auparavant, ni les oiseaux migrateurs. Exact. On a pensé que leur voyage était enseigné aux oisillons par les parents, alors des chercheurs les ont séparés à la naissance. Quand les oisillons ont atteint l'âge de voler, on les a lâchés. Ils se sont lancés dans le ciel et ont spontanément traversé la moitié de la planète pour retrouver, à l'endroit précis où ils se trouvaient, leurs parents partis plusieurs semaines plus tôt. Jonathan resta silencieux quelques instants, songeur. Au loin, on voyait un groupe de bateaux à voile rouge qui voguaient ensemble. Sans doute une école de voile. La faiblesse du vent les laissait presque immobiles, gentiment malmenés sur place par les flots. Où veux-tu en venir? Finit-il par dire. Un grand biologiste de l'université de Cambridge, Rupert Sheldrake, a émis l'hypothèse qu'il existerait quelque chose qui relierait les êtres vivants entre eux, et pas seulement les hommes. Quelque chose qu'il a appelé le champ morphique. Jonathan fit la moue. J'ai entendu parler de champ magnétique, de champ gravitationnel, jamais de champ morphique. Ce serait une sorte de matrice invisible, comme un espace qui engloberait les êtres vivants, qui sont en relation les uns avec les autres et leur permettrait de garder une forme de contact perpétuel, un lien qui ne s'effacerait ni avec le temps, ni avec la distance. Ni avec la distance? Oui. Ça semble un peu fou. Je peux imaginer qu'on émette des ondes ou je ne sais quoi qui soient perçues par d'autres, qui nous permettent de rester connectés à d'autres, mais si je pars en voyage à l'autre bout de la planète, je ne vois pas comment ça peut continuer de passer. Margie secoua la tête. Ce ne serait pas des ondes, justement, pas un champ électrique ou magnétique qui, en effet, effacerait la distance. Et c'est peut-être ce qu'il y a de plus troublant. Ce serait un lien d'un autre ordre, à un autre niveau, comme si on était relié dans une autre dimension, indépendante du temps et de l'espace. Comme si, en se connectant par moment à cette dimension, on avait alors un accès instantané aux informations qu'elles contiennent et qui nous relient. C'est tellement énorme que c'en est presque flippant. Une fois de plus, il n'y a pas encore de certitude scientifique à ce sujet, mais de fortes présomptions avec des débuts de preuves et des expériences troublantes menées par des scientifiques comme Sheldrake. Et ça permettrait d'expliquer les phénomènes dont on vient de parler et bien d'autres encore. Comme quoi?
Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te mettre soudain à penser à quelqu'un que tu n'as pas entendu depuis longtemps, qui habite peut-être très loin, dans un autre pays, et que cette personne t'appelle un instant plus tard? Ou qu'en entendant le téléphone sonner, tu devines que c'est elle? Jonathan sentit un frisson. Ce phénomène lui était déjà arrivé à plusieurs reprises. Il l'avait attribué au hasard. L'existence du champ morphique expliquerait aussi pourquoi des gens sont capables de sentir le regard de quelqu'un sur eux, alors qu'ils ont les yeux bandés et lui tournent le dos. Vrai? À l'Institut, on a fait l'expérience sur plus de 900 personnes. Ces résultats sont sans appel. Les personnes ayant cette capacité réussissent à détecter quand un regard se pose sur elles avec un taux de réussite de 73%. Waouh! Il y a aussi les animaux de compagnie qui savent à l'avance quand leur maître va rentrer à la maison et se lèvent pour l'accueillir à la porte quelques minutes avant son arrivée, par exemple. Sheldrake a fait énormément de recherches sur ce point. Il a montré que ce genre de comportement, manifesté par des chiens et des chats, avant le retour du maître, ne peuvent pas s'expliquer par ses habitudes horaires. Il a fait varier l'heure du retour de façon aléatoire, ni par la reconnaissance du son de sa voiture ou du bus. Il a fait varier les moyens de transport, ni à leur odorat développé. Il a fait voyager le maître dans des véhicules étanches. Jonathan acquiesça lentement. Il avait déjà entendu des amis lui raconter ce genre de choses, mais ne les avait jamais prises au sérieux. Ça permettrait aussi de mieux comprendre pourquoi autant d'animaux ont fui avant l'arrivée du fameux tsunami qui a ravagé bon nombre de rivages d'Asie du Sud en 2004, alors qu'aucun signe n'était perceptible par leurs cinq sens. C'est le cas des éléphants du Sri Lanka notamment. Ils se sont repliés dans les terres et sur les hauteurs 1 heure avant le raz-de-marée dévastateur. En Thaïlande, dans un champ où l'on promène des touristes sur leur dos, les éléphants se sont mis à barrir bizarrement tôt le matin. Et par la suite, ils refusaient d'obéir. Ensuite, ils ont brisé leurs chaînes et sont partis gravir les collines. Les quelques hommes qui les ont suivis ont été sauvés. Bien d'autres animaux ont eu des comportements similaires, comme dans le parc national de Yala, au Sri Lanka, où les vagues ont tout dévasté sur 3 kilomètres à l'intérieur des terres, sans que l'on puisse retrouver une seule carcasse animale au milieu des victimes humaines. Et comment expliques-tu que les hommes se soient fait piéger si on est aussi relié à ce champ dont tu parles alors? Magie soupira. L'apparition de la technologie dans la vie des hommes nous a coupé de certaines de nos facultés. Même si ces apports sont parfois fabuleux par ailleurs, on a tous constaté que notre mémoire est moins performante depuis que l'on s'en remet à des agendas électroniques pour nous rappeler ce qu'on a à faire. C'est clair. Ou encore que l'on perd progressivement le sens de l'orientation depuis qu'on se laisse guider par des GPS. Peut-être, mais je préfère ça plutôt que de galérer à chercher mon chemin. On parlait du tsunami en 2004. À l'époque, certaines tribus dites primitives ont elles aussi senti l'arrivée du danger et se sont également repliées sur les hauteurs bien avant l'arrivée du tsunami, alors que les hommes dits évolués sont morts sans rien voir venir. Je ne le savais pas. C'est le cas des peuples indigènes de l'île Andaman et Nicobar, situés tout près de l'épicentre du séisme où l'on a compté près de 7000 victimes. Les tribus des sentinelles, des onges, des grands Andamanais, des Chompen, s'en sont tous sortis miraculeusement. Sur l'île de Jirkatang, les 250 membres de la vieille tribu Jarawa se sont repliés dans les terres longtemps avant l'arrivée des vagues et ont vécu de noix de coco pendant 10 jours. Au sud de l'île de Surin, les 200 membres de la tribu Moken, tous sauf un garçon handicapé, se sont également mis à l'abri bien avant le moment fatidique. Quand on leur a demandé comment ils avaient fait pour savoir qu'un tel drame allait se produire, ils ont paru surpris par la question, comme si la réponse était évidente. On a juste écouté la nature, ont-ils dit. Jonathan sourit. Victor Hugo disait: La nature nous parle, mais nous ne savons pas l'écouter. Margie acquiesça. D'ailleurs, ces peuples premiers sont capables de choses étonnantes. Ils ont clairement un accès à une source d'informations mystérieuse qui nous est étrangère.
pense à quoi? Les Indiens d'Amazonie sont capables de trouver l'arbre ou la plante qui va guérir un malade. Mais en Amazonie, il y a plus d'espèces différentes d'arbres sur un seul hectare qu'il y en a sur l'Europe entière. Pour ne parler que des arbres, les variétés de plantes, il y en a plus de 80 000 différentes qui poussent autour d'eux. Et quand on leur demande comment ils font pour déterminer laquelle va guérir la personne, ils répondent que ce sont les plantes qui le leur disent. Jonathan réprima un sourire. Leurs chamans se mettent en transe, et c'est dans cet état modifié de conscience qu'ils disent entrer en relation avec l'esprit des plantes, comme si cette transe leur permettait de se connecter plus facilement à un champ morphique. Exactement. Tiens, un autre exemple troublant. Ils, ils ont mis au point, depuis des générations, différentes formules de curare. Ce poison qui leur sert à la chasse parce qu'il provoque une paralysie instantanée de tous les membres de la victime, des chercheurs occidentaux se sont penchés dessus et ont trouvé que certaines formules étaient sophistiquées, mettant en œuvre des éléments issus de plantes très différentes, chaque élément jouant un rôle essentiel à la préparation. Si un seul de ces composants manquait, ou si le dosage de l'un d'eux changeait, le poison ne serait pas efficace. Comment ont-ils trouvé la formule? Ils n'ont pas de livre, pas de labo, pas d'instrument. Ils sont analphabètes. Ils ont peut-être procédé à des essais par essai-erreur. Non, ça peut marcher si tu cherches la combinaison de deux ou trois composants parmi quelques dizaines ou quelques centaines. Mais la composition de 7 ou 8 éléments parmi 80 000 donne plusieurs millions de possibilités. Nul ne peut faire des millions d'essais. Jonathan laissa son regard se promener sur le jardin et ses centaines d'arbres, d'arbustes, de buissons, de plantes, d'herbes. C'était drôle d'imaginer que quelque chose nous reliait. Tu sais, dit-il, que tu es en train d'écraser sauvagement plusieurs centaines de brins de pelouse avec tes pieds? Margie rit de bon cœur. C'est vrai que la perspective d'un lien amène à revoir nos relations avec la vie qui nous entoure, dit-elle en promenant un regard admiratif sur la végétation de son jardin. Ce qui est sûr, c'est qu'on est fait pour vivre ensemble. D'ailleurs, plusieurs études ont montré des choses assez parlantes. Par exemple, les chercheurs ont prouvé que le simple fait de marcher en forêt renforçait notre système immunitaire. Jonathan pensa à ces marches dans la nature sauvage de Big Sur. Il se sentait tellement bien dans ces moments-là. D'autres études, dit-elle, prouvent que la présence de plantes dans les bureaux fait baisser les maux de tête de 30%, la fatigue de 20% et les maux de gorge de 20%. On trouve des résultats du même type concernant la présence d'animaux autour de nous. Ainsi, on sait qu'une personne ayant subi un infarctus a 23% de chance de plus d'être encore vivante un an après si elle vit avec un chien à la maison. Tu vas me faire culpabiliser, Chloé a toujours réclamé un animal. Angela était d'accord, mais je m'y suis toujours opposé. Margit sourit. L'être humain est un être de relations. Relations avec les autres, avec les animaux, avec les plantes. Ce sont les relations qui nous font vivre. D'ailleurs, on peut vraiment l'affirmer depuis l'expérience menée par Frédéric II, du Saint-Empire au XIIIe siècle. J'en ai entendu parler. Cet homme parlait couramment 6 ou 7 langues et se demandait quelle était la langue de Dieu, celle que l'on parlait naturellement si aucune ne nous était enseignée. Alors, il a monté une expérience qu'heureusement on ne se permettrait plus de refaire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait isoler des nouveau-nés qu'on a confiés à des nourrices missionnées spécialement. Elles avaient pour consigne de leur fournir à manger, à boire, et de les changer pour qu'ils soient propres. Bref, de répondre à tous leurs besoins physiologiques, mais elles n'avaient pas le droit de les câliner, de jouer avec eux, ni surtout de leur parler. Alors quel langage ont-ils développé? On n'a jamais su. Pourquoi? Ils sont tous morts. Pourtant, tous leurs besoins physiologiques étaient assouvis. Ils étaient uniquement privés de relations. Jonathan secoua la tête dégoûté. C'est atroce. Les relations sont l'essence de notre vie, Jonathan.
Ces derniers mots de Margie semblèrent rester suspendus dans les airs. Le soleil brillait fort maintenant, et Jonathan savait que sa tante ne tarderait pas à rentrer. Sur l'océan, un léger vent était apparu, et les petits voiliers avaient repris leur route tous ensemble. Les relations sont l'essence de notre vie. Les principales relations de Jonathan étaient désormais avec ses clients. Mais peut-on vraiment parler de relations quand il s'agit de gens dont on attend quelque chose, des gens à qui l'on ne dit pas toute la vérité afin d'obtenir une signature? Bon, pas terrible. Certains croient pouvoir vivre sans dépendre de personne. Ils pensent que leur bonheur ne dépend que d'eux-mêmes. C'est une illusion monumentale. Margit se pencha vers Jonathan et adopta son fameux sourire malicieux. À l'intérieur de ton corps vivent 500 espèces de micro-organismes. Moi qui me sentais seul. 100 000 milliards de bactéries vivent dans ton intestin. Arrête, c'est dégoûtant. Ces bactéries qui vivent en toi sont 100 fois plus nombreuses que les cellules de ton corps. Tais-toi, tu me donnes envie de faire une cure d'antibiotiques. Margie sourit. On a parfois besoin de ceux que l'on croit nos ennemis. Qu'est-ce que tu vas me sortir encore? Ces bactéries te protègent contre des organismes virulents qui pourraient te rendre gravement malade. Les tuer avec des antibiotiques te rendrait très vulnérable. Et puis, quoi? Il y a autre chose, dit-elle, d'un ton un peu mystérieux. Jonathan fronça les sourcils. Les bactéries qui vivent dans ton intestin sont responsables du bon dosage de ta sérotonine. Sans elles, tu en manquerais. C'est quoi déjà la sérotonine? Margie le regarda quelques instants en faisant durer le suspense. L'hormone qui t'amène à te sentir heureux.